L'affaire Sarah Abitbol a provoqué une véritable onde de choc dans le sport français. Que faire aujourd'hui? Comment avancer une fois l'onde passée? Avec nous pour en parler, Denis Masseglia. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes le président du Comité national olympique et sportif français. Avec nous également l'escrimeuse Astrid Guyard. Bienvenue. Vous êtes membre du Comité national olympique et sportif français. Vous faites partie des 54 signataires de la tribune publiée récemment pour dire stop aux violences sexuelles dans le sport. Alors la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a lancé vendredi une grande convention nationale interministérielle autour des violences sexuelles dans le sport. Tiens, on va peut-être d'abord, avant de vous demander ce que vous en attendez, écoutez Maracineanu, Roxana. Oui, il s'agit de généraliser l'expérimentation que le ministère a menée dans une région avec la fédération, la Ligue de football Centre-Val de Loire. Il s'agit de reconstituer un fichier qu'on pourra croiser de manière avec un croisement par liste, ça s'appelle, avec le fichier FIGES et le fichier B2 où il y a les infractions, notamment les infractions sexuelles listées. Oui. Astrid Guyard, comment réagissez-vous donc à cette convention qui s'est tenue vendredi? Ce qui s'esquisse, ça vous paraît déjà positif? Oui, tout à fait. La ministre évoque la consultation du fichier FIGES qui permet un contrôle d'honorabilité en fait des bénévoles, des éducateurs sportifs, des présidents aussi de clubs ou de fédérations. Et je pense que c'est un premier point de départ pour s'assurer que les personnes qui encadrent les jeunes athlètes, les jeunes sportifs, n'aient pas commis d'infractions sexuelles. Parce que si tel était le cas, effectivement, il faudrait bien évidemment les éloigner de cette jeune population. Alors précisons, Denis Masseglia, que c'était d'ailleurs, bien entendu avec vous, au CNOSF, que cette convention. C'est à la Maison du Sport français, effectivement. C'est symbolique aussi de l'union sacrée qui nous anime pour effectivement combattre et éradiquer le fléau des violences sexuelles dans le sport. Ouais. Alors comment faire aujourd'hui selon vous? S'il y avait une priorité selon vous? Des recettes miracles, si elles existaient, on les aurait déjà trouvées. Donc il s'agit, un, de faire de la prévention, deux, de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui auraient tendance à se prêter à ce type de violence, et puis surtout avoir, comme cela vient d'être exposé, la possibilité d'une information grâce au croisement des fichiers. Aujourd'hui, quelqu'un qui a été pris en flagrant délit dans le DOUPS et pour un sport X, qui se déplace dans le Nord et pour un sport Y, peut être sans aucun problème bénévole dans un club et accueilli comme tel. Ouais. Donc, si on n'est pas informé, on n'a pas au départ de suspicion particulière à avoir. Donc, il s'agit de mettre définitivement hors d'état de nuire ces personnes qui sont indignes de la fonction d'éducateur. Le problème, c'est qu'on le sait que pour les entraîneurs et les éducateurs, même lorsqu'ils sont coupables d'actes répréhensibles et que les sportives osent parler, on a le sentiment qu'il y a une omerta qui s'installe. C'est la gouvernance qu'il faut changer? Déjà, il faut... Parce que là, c'est pas tant, j'ai envie de dire, le pédigré de l'auteur des faits qui posait problème, c'est le fait que ça s'est installé dans les années et que ça a duré. Oui, tout à fait, ça s'est installé, mais parce qu'il n'y a pas eu de libération de la parole. Je pense qu'il faut vraiment la permettre, cette parole. C'est pas juste attendre que les victimes parlent. Je pense qu'il faut aussi devancer cette parole, parce qu'elle est difficile, parce que les victimes, comme elles l'expriment bien souvent, elles ressentent de la honte, elles ressentent de la peur. Donc il faut aussi les encadrer, les accompagner dans cette prise de parole. Ça, c'est concernant les victimes, mais c'est aussi concernant les témoins, ceux qui peuvent entendre des choses, qui peuvent voir et qui ne savent pas forcément à qui s'adresser. Ça a perduré parce que les choses n'étaient pas dites, parce qu'on n'a pas voulu entendre, parce qu'on n'a pas voulu voir, et aussi parce qu'on n'était pas forcément outillés pour savoir comment traiter ces cas-là. Aujourd'hui, l'enjeu de cette Convention nationale des violences sexuelles, c'est aussi de permettre de mettre en place des actions concrètes, des actions qui puissent être utilisées par le terrain et qu'on puisse faire ce dernier bout de chemin qui va toucher directement le dirigeant de club, le bénévole ou l'éducateur, quelque chose qui va lui permettre de pouvoir prévenir ces violences. Mais est-ce qu'il y aura un référent dans les fédérations, par exemple? Alors vous êtes au CNOSF, mais la victime peut s'exprimer, peut raconter à ses proches, elle peut raconter à d'autres sportifs, d'autres escrimeurs, d'autres escrimeuses, mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir un référent pour accueillir cette parole, peut-être indépendante d'ailleurs? Bien sûr. Alors d'abord, la première chose qu'il faut dire, c'est que si aujourd'hui des victimes parlent, c'est parce que le phénomène est beaucoup plus large que le seul domaine sportif. Et d'abord, il a eu lieu dans la culture, dans l'éducation, dans d'autres secteurs d'activité que le sport, avant de toucher le sport. Donc aujourd'hui, il touche le sport. Alors, comme le sport a des règles et qu'en principe, on veut de lui
une forme d'exemplarité. Enfin, aujourd'hui, tout ce sport, on le découvre, hein, parce que... On le découvre, affaires qui bien remontent à plus sûr. de 20 ans, Aujourd'hui, ouais. les sportifs et les sportives qui ont été abusés parlent. Et c'est un bien qu'elles parlent, et il faut encourager tous ceux qui ont subi des violences à parler pour que plus jamais ça, comme on dit de manière habituelle, en parlant de demain. Ce qui est important, c'est que tout le monde prenne conscience que c'est aussi une forme de passivité qui a entraîné ça, donc on n'a pas été attentif. Et c'est pas en claquant des doigts qu'on va pouvoir Mais est-ce qu'il le y a un faire pays demain. qui peut servir de modèle ou d'exemple selon vous, selon tous les deux? On sait qu'il y a eu des cas aux États-Unis aussi qui ont fait provoquer des scandales médiatiques. Est-ce qu'il y a un pays qui peut aider? Je ne sais pas s'il faut raisonner en termes de pays ou en termes d'institutions, d'associations. J'ai notamment en tête Oxfam, qui a eu des dérives. Alors, ça ne concernait pas des violences sexuelles, mais des dérives sur des cas de prostitution. Là, on est dans le milieu humanitaire. Ouais. Exactement. Et je pense qu'il faut aussi se rapprocher de ce type d'organisations qui ont su tacler ces dérives en mettant en place des cadres, des codes de conduite et des process très clairs qui devaient être respectés par tous. Ouais. 21 ans à la tête de la Fédération française des sports de glace. Didier Haguet a fini par partir au début du mois de février. Je ne vous demande pas de juger sur le fond cette affaire. D'ailleurs, j'imagine qu'une enquête est en cours. Lui, il dit « j'ai commis des erreurs, mais pas des fautes ». Pour autant, 21 ans à la tête d'une fédération, ça paraît un État dans l'État, dans le monde du sport français. Est-ce que le fait qu'il y ait cette longévité, ça ne pose pas problème? Alors, vous parlez à quelqu'un qui s'est auto-limité à 3 mandats quand il était président de fédération et qui suit en plus... Laquelle, vous pouvez nous le rappeler? Vous étiez dans quelle fédération? Moi, j'étais président de la Fédération française d'aviron. Ouais. Et après, j'ai été président du comité olympique, pour lequel je ferai aussi 3 mandats, puisque je suis à la fin du dernier. Et je suis aussi un partisan de la limitation d'âge. Donc, limitation, oui, il en faut. Après, je pense que pour ce qui est de Didier Haguet, entre guillemets, on lui a fait payer l'ensemble de son œuvre. Et sur le cas des violences sexuelles, il n'est ni violeur ni complice. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'il a fait, lui, preuve de passivité vis-à-vis de quelqu'un qui, en plus, n'est pas un bénévole, mais un professionnel de la discipline. Salarié, ouais. Ce qui veut dire que il faut faire très attention aussi aux liens trop rapides que l'on peut faire parfois avec l'honorabilité des bénévoles. En l'occurrence, là, on avait affaire à un professionnel. Et il y a la relation dont on a beaucoup parlé aussi, c'est le lien entre entraîneur, entraîneuse, mais souvent entraîneur et sportif, de haut niveau notamment. Il est particulier pour avoir des titres. Il faut qu'il y ait une véritable complicité, pour ne pas dire une osmose. Il faut parfois pour une nageuse, j'imagine que pour vous, une escrimeuse aussi, un contact. Beaucoup d'heures passées ensemble. Est-ce que vous avez déjà été victime de violences sexuelles ou d'une situation ambiguë, difficile à gérer? Non, j'ai eu la chance de ne jamais être confrontée directement à des cas de harcèlement ou de violence sexuelle ou même de violence morale, parce qu'en fait, on parle aussi ici de toute forme de violence. Ouais. Et c'est vrai néanmoins que cette relation entraîneur-entraîné, elle est forte. Il y a une vraie complicité, on passe du temps ensemble, on se dit beaucoup de choses, on se voit pour de vrai. On peut pas tricher quand on fait du sport de haut niveau, on y met ses tripes, on y met son âme. Après, je pense qu'il est important que chacun mette les bonnes limites. Moi, je travaille avec une psychologue du sport et je pense que le fait que chacun se connaisse mieux, mettre ses propres limites, permet aussi d'assurer une bonne relation, que ce soit au sein d'un collectif d'entraînement, mais aussi avec ses entraîneurs. Donc, je pense que ça passe aussi par un accompagnement de permettre... Alors, vous préparez les Jeux Olympiques de Tokyo, vous êtes fleurettiste, pour être précis. Vous êtes aussi, on le sait moins, ingénieur aérospatial et auteur, autrice jeunesse avec ce 5e opus, Joe, tout feu, tout glace. On peut y voir J aux Jeux Olympiques, c'est pas le cas, mais en tout cas, c'est pas fait exprès de votre part, c'est au Cherche-Midi. Est-ce que justement l'éducation, là, en l'occurrence, c'est l'histoire d'un petit patineur, après le handball, le basket, vous avez fait notamment la perche. Est-ce que ça peut être un moyen pour protéger justement les sportifs, qui soient en milieu amateur ou en milieu professionnel? Alors oui, effectivement, le petit Joe, alors là, si, c'est fait pour être Jeux Olympiques, justement, mais c'est un prénom. Effectivement, Joe, c'est une façon de s'adresser directement aux enfants, c'est des mots d'enfants pour les enfants. Alors ici, on parle des valeurs du sport, on parle de grands champions. Ici, c'est Nathalie Péchala qui est mise à l'honneur par sa rencontre avec Joe. On parle dans cet opus de la gestion des émotions. Donc, je m'adresse directement aux enfants pour leur donner cette passion du sport, pour leur donner envie de franchir la porte d'un club, parce que pour moi, ça a été une façon de grandir, de m'épanouir. J'ai fait des belles rencontres. Je suis devenue qui je suis aujourd'hui aussi grâce à mon sport. Donc, effectivement, si le petit Joe peut servir à faire passer des messages de politique publique pour le bien de tous... Merci beaucoup. C'est avec Olivier Loyen au Cherche-Midi. Merci Astrid Guyard. Merci à vous également, Denis Masseglia, d'être venu sur notre plateau.